Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui vous présente le résultat de notre projet en éléments finis. On nous a demandé de simuler un moteur à reluctance magnétique variable via la méthode des éléments finis. Normalement, pour simuler un tel moteur, nous avons besoin de calculer le potentiel magnétique en tout point du moteur. Mais ça implique de faire des équations différentielles compliquées et franchement, nous, on n'aime pas ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un magnifique ordinateur qui va tout faire à notre place. Alors l'ordinateur, il est quand même un petit peu moins malin que nous et il ne sait pas faire d'équations différentielles. Alors comment on fait? Eh bien simplement, on divise le domaine en une série de petits triangles et de points qui va nous permettre de faire des opérations relativement simples sur chacun de ces petits éléments et ainsi déduire de façon discrète le potentiel magnétique dans le moteur. Ainsi, nous pourrons donc simuler le comportement du moteur. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration en lançant ma simulation où nous pouvons voir ici, en couleur, le potentiel magnétique. Donc, plus il est dans les couleurs chaudes, plus le champ magnétique est élevé dans les positifs, et plus il est dans les couleurs froides, plus il est élevé dans les négatifs. Vous pouvez également voir apparaître sur cette simulation des lignes de champ, qui sont les lignes de champ magnétique. Alors, comment arriver à ce résultat? Eh bien, c'est assez simple. En fait, il nous faut déjà, dans un premier temps, résoudre l'équation différentielle ordinaire de manière discrète, qui en fait se résume à un simple système matriciel. Ce système matriciel, nous avons choisi ici de le résoudre par la méthode du gradient conjugué préconditionné. Qu'est-ce qu'un gradient conjugué préconditionné? C'est un algorithme dit itératif, donc qui va avancer petit pas par petit pas pour nous fournir une solution. L'avantage de cet algorithme est qu'il est rapide, même si sa solution n'est pas tout à fait exacte. Mais nous pouvons quand même fixer un seuil de tolérance qui est très élevé. En l'occurrence, ici, j'ai choisi de fixer un seuil de tolérance de l'ordre de 10-7 sur la norme du vecteur erreur. Le vecteur erreur qu'on considère, c'est la différence entre deux itérations successives de l'algorithme. Alors, ok, ça c'est sympa, on peut résoudre l'équation différentielle ordinaire, sauf qu'il y a quand même un petit peu de physique derrière, et on aimerait savoir aussi quand activer les bonnes bobines au bon moment pour avoir le champ magnétique qui nous permettra d'accélérer au mieux le moteur. Alors pour ça, nous avons besoin de faire une petite étude préalable des couples générés par notre moteur et par nos bobines électriques. Alors pour ce faire, nous allons simplement activer les bobines une à une et regarder quelle influence elles ont sur le couple. Donc je vous ai déjà préparé un petit peu le travail, je simule et hop, nous avons ici un magnifique graphique qui nous montre le couple généré par les bobines en fonction des angles. Alors, ce n'est pas forcément très clair, du coup je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, nous voyons que la bobine qui génère le couple le plus négatif est la bobine 2 en orange. Comme nous voulons que notre moteur tourne à droite et du coup dans le sens négatif en angle, nous voulons générer un couple le plus négatif possible. Donc nous allons à chaque fois prendre la courbe la plus basse sur ce graphique. Nous voyons bien au début que la bobine qu'il faut activer est donc la bobine 2. Nous arrivons ensuite à un switch à peu près 18 degrés d'angle et nous pouvons passer sur la bobine 3 que nous activerons. Ensuite, nous passerons sur la bobine 1, etc., etc., et ce, indéfiniment. Donc maintenant que nous savons comment activer et désactiver nos bobines de manière à optimiser l'accélération de notre moteur, nous allons nous attarder sur comment euh, remailler notre mèche de façon à ce que les triangles qui se trouvent à l'interstice de la zone tournante ne soient pas complètement déformés. Alors, pour ce faire, nous avons opté pour une certaine méthodologie. À la base, nous avons un maillage de ce style, avec comme zone tournante la zone ici au-dessus, et cette zone-là qui est fixe. Nous voulons trouver un moyen de remailler ces triangles pour que dans cette configuration, avec
la partie supérieure qui s'est décalée sur la droite, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce nœud-là s'est déplacé ici, ce nœud-là s'est déplacé ici, etc., etc. Donc nous voulons trouver un moyen de faire en sorte que ce maillage reste joli. Nous voyons bien que ce triangle complètement étiré vers, donc nous verrons mieux sans ça, ce triangle complètement étiré vers n'est pas du tout optimal. Nous pourrions très bien imaginer un triangle ici qui viendrait remplacer celui-là. Alors, comment faire pour trouver ça? Eh bien, la méthode que j'utilise est assez simple. Simplement, elle va regarder tous les segments qu'il y a des deux côtés sur les deux cercles. Donc, ce premier segment-ci, elle va le regarder. Elle va regarder les nœuds qui sont ici, prendre le centre, le milieu, et regarder simplement quel nœud en face, en l'occurrence ici, ce nœud ici que je pointe, elle va regarder quel nœud est le plus proche en termes de distance de ce point central. Et nous procédons ainsi pour tous les segments, faisant le bord de cette zone tournante. Et du coup, ici, nous avons bien que celui-là est le nœud le plus proche. Ensuite, nous prenons ce segment-ci et nous trouvons bien que ce nœud-là est le nœud le plus proche, etc., etc. Ainsi, notre façon de remailler fonctionne et nous allons le montrer maintenant en faisant tourner notre maillage. Nous voyons bien que le switch s'effectue dès que un nouveau point devient le point le plus proche de la base du triangle, et ce des deux côtés sur les deux cercles. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons donc un moteur parfaitement fonctionnel. Passons donc au résultat. Donc, nous pouvons analyser plusieurs choses. Déjà, la vitesse du rotor en fonction du temps sur la simulation. Donc, nous avons fait ici des simulations d'1 seconde et nous regardons comment va accélérer notre moteur dans le temps. Eh bien, nous pouvons déjà remarquer une seule chose, c'est que la vitesse, l'évolution de la vitesse que nous avons en utilisant le premier maillage, qui est le maillage le moins raffiné, est complètement différente des 4 autres. Ça signifie quoi? Sans doute que ce maillage n'est pas du tout fiable, et nous fournit donc un résultat médiocre de simulation. Les autres, quant à eux, convergent vers une valeur qui semble relativement identique et par conséquent que l'utilisation de ces maillages est une bonne approximation de notre moteur. Une bonne approximation, on s'entend dans les hypothèses que nous avons faites, donc nous négligeons complètement les frottements et sans doute aussi tout un tas d'autres phénomènes physiques qui interviennent. Et du coup, nous pouvons remarquer qu'après une seconde, nous obtenons une vitesse angulaire d'environ 45-50 radians par seconde. Alors, on peut aussi se demander pourquoi les courbes ondulent. Eh bien, c'est tout simple, nous avons vu tout à l'heure que les courbes de couple n'étaient pas simplement rectilignes, elles avaient des espèces de formes ondulatoires. Eh bien, c'est exactement ça qui est représenté ici. C'est simplement que les accélérations sont plus ou moins fortes de temps en temps. Mais du coup, ce qui nous intéresse, euh, c'est l'accélération moyenne du rotor, qui nous donne la pente globale de la vitesse. Et en parlant d'accélération moyenne, qui est directement liée au couple moyen dans le rotor. Nous nous intéressons donc, excusez-moi, au couple moyen dans le rotor. Encore une fois, nous voyons que le maillage 1 est complètement à part des autres maillages, ici. Et c'est tout à fait normal, hein, nous prenons, étant donné que le couple va donner la pente de la droite que nous voyons ici, il est logique que, vu que cette pente est beaucoup plus faible, que le couple soit beaucoup plus faible dans le maillage 1. Et encore une fois, nous retrouvons les autres maillages dans une même gamme de valeurs, qui tourne ici aux alentours de 0,24, 0,25. Nous avons donc un ordre de précision sur le couple global dans le moteur moyen de l'ordre de 10-3.
Et c'est ainsi que je conclus ce projet en éléments finis. J'espère que ce podcast vous aura plu et aura été instructif. À bientôt, je l'espère. Au revoir.